Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 concernant le chapitre sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Cet exercice est extrait de l'examen national 2018, session de rattrapage pour l'option de sciences physiques. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Parmi les applications de la force de Lorentz, le spectroscope de masse. Donc c'est un appareil utilisé pour séparer des particules chargées de masse ou bien de charges différentes. Donc le but de cet exercice est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement dans un champ magnétique uniforme. Donc nous avons deux particules chargées, l'ion hélium et l'ion oxyde, qui sont introduites dans un point A avec la même vitesse initiale V, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme B. Alors ce champ magnétique uniforme, il est perpendiculaire au vecteur vitesse V. On considère que les deux particules He de plus et O de moins ne sont soumises qu'à la force de Lorentz. Ça veut dire qu'on va négliger leur poids, on va négliger les forces de frottement dans cette région de l'espace où règne le champ magnétique uniforme, et donc la seule force qui s'exerce sur ces deux particules, c'est la force magnétique ou bien la force de Lorentz. Nous avons comme donnée l'expression de la force de Lorentz que nous avons vu dans le cours. Donc nous avons ici un produit vectoriel entre le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique. Nous avons dit qu'il signifie que la force de Lorentz est perpendiculaire au vecteur vitesse et est perpendiculaire aussi au vecteur champ magnétique. Nous avons aussi la masse de la particule l'ion hélium. Et dans cette figure-là, la figure 1, donc il représente l'enregistrement des deux trajectoires des particules He de plus et O de moins dans le champ magnétique uniforme B. Donc vous voyez ici la première trajectoire et la deuxième trajectoire. Et la première question, et on va identifier la trajectoire correspondante à chaque particule. Donc passons directement pour répondre à cette première question. On va déterminer la trajectoire qui correspond donc à l'ion hélium et la trajectoire qui correspond à l'ion oxyde. Alors, pour déterminer la trajectoire de chaque particule, il suffit de connaître le sens de la force de Lorentz, parce que nous avons vu dans le cours qu'une particule chargée dans un champ magnétique, donc il se divise, et la trajectoire de cette particule-là suit le sens de la force de Lorentz. D'accord? Donc si je connais le sens de la force de Lorentz, je peux déduire la trajectoire de la particule chargée. D'accord? Donc on va déterminer le sens de la force de Lorentz pour l'ion hélium et l'ion oxyde. La première information que nous avons dans cet exercice, c'est le sens du champ magnétique. Donc le symbole que vous voyez ici l'indique que le champ magnétique est orienté vers l'arrière. Ça veut dire donc il est perpendiculaire à la surface de l'écran ou bien de la feuille et il entre dans l'écran. D'accord? La deuxième information concerne donc les charges, puisque la charge de l'ion hélium est positive, donc le vecteur vitesse V et Q fois V, ils ont le même sens. Tandis que pour l'ion oxyde qui est chargé négativement, V et QV, donc ils ont des sens opposés. Donc on a besoin de ces informations-là pour déduire le sens de la force de Lorentz en utilisant la règle, par exemple, la règle des trois doigts de la main droite. D'accord? Donc pour déterminer le sens de la force de Lorentz, on doit donc utiliser l'une des règles que nous avons vues dans le cours. Moi, je vais utiliser la règle des trois doigts de la main droite. Rappelez-vous que le pouce, donc il indique la direction du mouvement des particules chargées, c'est-à-dire la direction de QV, tandis que l'index, il indique la direction du champ magnétique B, et le majeur, il indique le produit vectoriel entre QV et B, qui est tout simplement la force magnétique. Donc on va utiliser la règle des trois doigts de la main droite pour déterminer le sens de la force magnétique pour l'ion hélium et pour l'ion oxyde. Commençons par l'ion hélium He de plus. Alors nous avons dit que le vecteur vitesse, donc il se dirige vers le haut, et puisque l'ion hélium est chargé positivement, V et QV ont le même sens. Donc ici V, il représente en même temps QV. D'accord? Alors maintenant, essayez de positionner votre main d'une manière à ce que le pouce
il se dirige vers le haut et l'index, il se dirige donc vers l'arrière. Et vous allez trouver que la seule façon de positionner votre majeur, c'est vers la gauche. D'accord? Et donc, le sens de la force de Lorentz, c'est vers la gauche. Et puisque la trajectoire de la particule chargée, il suit le sens de la force de Lorentz, et donc la trajectoire de l'ion-hélium, il se dirige donc dans ce sens-là. Bien sûr, le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. D'accord? Et donc, à partir de ceci, je peux déduire tout simplement que le sens que vous voyez ici, il décrit donc la trajectoire de l'ion-hélium He de plus. D'accord? Donc la trajectoire 2, c'est la trajectoire de l'ion-hélium He de plus. Et donc, par conséquent, bien sûr, la trajectoire 1, elle représente la trajectoire de l'ion oxyde. Mais donc, c'est pas grave, on va déterminer le sens de la force de Lorentz aussi pour l'ion oxyde pour donc se bénéficier de cette règle des 3 doigts de la main droite encore une fois. Alors, pour l'ion oxyde, le vecteur vitesse, donc c'est toujours au point A vers le haut, mais puisque il a une charge négative, donc V et QV ont des sens opposés. D'accord? Et donc QV est vers le bas. D'accord? Ça veut dire quoi? QV vers le bas, ça veut dire que vous allez positionner votre main d'une manière à ce que le pouce, il se dirige donc vers le bas. D'accord? À ce moment-là, bien sûr, l'index est toujours vers l'arrière. Vous allez trouver que la seule façon de positionner votre majeur, c'est vers la droite. Et donc, le sens de la force de Lorentz, dans ce cas, est vers la droite, comme vous le voyez ici. Donc, le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. La trajectoire de la particule chargée, elle suit le sens de la force de Lorentz, et donc, elle doit être dans ce sens-là, comme vous le voyez. Et donc, le sens, ou bien la trajectoire de l'ion oxyde est vers la droite. D'accord? La trajectoire 1, il représente la trajectoire de l'ion oxyde. Si vous avez encore donc, des problèmes avec donc, la manière dont il faut positionner votre main, donc je l'ai fait ici. Pour l'ion hélium, donc voici le pouce, donc il se dirige vers le haut, QV. Et pour le champ magnétique, donc l'index, il entre dans l'écran, tandis que donc, le majeur, il se dirige vers la gauche, comme vous le voyez ici pour la force de Lorentz. De la même façon, pour donc l'ion oxyde, maintenant QV vers le bas, donc votre pouce, il doit être vers le bas. Donc l'index, le champ magnétique est toujours, il entre dans l'écran. Et donc la seule façon de positionner votre majeur, c'est vers la droite, comme vous le voyez ici. Et donc pour répondre finalement à cette question, il faut dire que la trajectoire 1 est celle donc, de l'ion oxyde, tandis que la trajectoire 2 est celle de l'ion hélium. Passons à la deuxième question de cet exercice. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrez que le mouvement de l'ion-hélium est uniforme et de trajectoire circulaire de rayons donnée par cette expression. Alors, pour montrer que le mouvement de cet ion est uniforme, il faut montrer que sa vitesse, bien sûr, est constante. Et pour la trajectoire circulaire, donc, il faut montrer que le rayon de courbure de cette trajectoire-là, il correspond donc à un rayon d'un cercle. Et il faut montrer aussi que donc, ce mouvement-là, il se passe dans un plan, d'accord? Parce que donc, une trajectoire circulaire, lorsque vous avez un cercle, donc vous avez un plan. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, on commence toujours par les mêmes étapes. La première étape, c'est le système étudié, qui est dans ce cas, bien sûr, l'ion hélium, He de plus. Et ensuite, on va faire le bilan des forces. Comme mentionné dans l'énoncé, donc la seule force qui s'exerce sur les deux particules, c'est la force de Lorentz. D'accord? Et donc, on va dire que l'ion hélium est soumis à la force de Lorentz F. Et ensuite, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans un référentiel terrestre supposé galiléen. Ça veut dire que la somme vectorielle des forces extérieures qui s'appliquent sur l'ion hélium est égale à sa masse fois son vecteur accélération. Bien sûr, la seule force que nous avons ici, c'est la force de Lorentz. D'accord? Alors, on va remplacer la force de Lorentz par son expression, donc dans l'exercice, c'est QV vectoriel B, d'accord? Donc, est égal à la masse fois le vecteur accélération. Comme j'ai dit, donc, pour montrer que le mouvement est uniforme, il faut montrer que la vitesse est constante.
donc on sait qu'il y a une relation entre l'accélération et la vitesse. Donc ici, je vais isoler l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est donc Q V vectoriel B divisé par M. Alors Q, donc la charge de l'ion hélium, c'est quoi? C'est donc 2 fois E, donc c'est 2 fois la charge élémentaire, donc V vectoriel B, divisé par la masse de l'ion hélium. Donc ici, bien sûr, c'est la masse de l'ion hélium. Donc appelons cette équation 1. Et bien sûr, donc, à cause du produit vectoriel que nous avons ici, le vecteur accélération, il est perpendiculaire au vecteur vitesse et il est perpendiculaire aussi au vecteur champ magnétique. C'est comme dans le cas de la force de Lorentz, donc il est perpendiculaire à V et il est perpendiculaire à B, donc à cause du produit vectoriel que nous avons ici. Alors maintenant, puisqu'on cherche donc la vitesse pour montrer que le mouvement de l'ion hélium est uniforme, et donc on va projeter cette relation-là sur les axes du repère de Freinet. Pourquoi le repère de Freinet? Parce que nous avons vu dans le premier cours sur les lois de Newton que le repère de Freinet, et donc il nous aide à étudier facilement les mouvements circulaires ou bien donc les mouvements curvilignes d'une manière générale. D'accord? Donc on va projeter cette relation-là sur les axes du repère de Freinet. Et rappelez-vous que nous avons dit que le repère de Freinet, c'est un repère local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son origine n'est pas fixe et il est toujours confondu avec l'objet étudié. Par exemple ici, voici la trajectoire de l'ion hélium. Lorsque l'ion hélium donc arrive par exemple à ce point-là, je vais tracer les axes du repère de Freinet ici. Et lorsque la particule arrive ici, donc je vais tracer donc les axes du repère de Freinet ici. Donc ça dépend de la position de la particule. Donc je vais faire ça dans ce schéma. Donc j'ai pris ici la trajectoire de l'ion hélium et je vais tracer les axes du repère de Freinet. D'accord? J'espère que vous vous rappelez donc de l'expression du vecteur accélération dans la base de Freinet. Donc dans la base de Freinet, le vecteur accélération, c'est la somme de deux vecteurs. Donc un vecteur tangentiel et un vecteur normal. D'accord? Il est normal à la trajectoire, bien sûr. Et le vecteur tangentiel est tangent à la trajectoire. Qu'on peut écrire, bien sûr, en fonction des vecteurs unitaires. Donc nous avons le vecteur unitaire tangentiel, U, et nous avons le vecteur unitaire normal, N. D'accord? Donc je vais représenter sur ce schéma les vecteurs accélération tangentielle et normale avec leur vecteur unitaire. Alors, donc le vecteur tangentiel, donc il est tangent à la trajectoire, donc il doit être, il a dans le même sens et la direction que le vecteur vitesse. Donc voici le vecteur tangentiel et l'accélération tangentielle. Elle est tangent à la trajectoire. Tandis que donc j'ai choisi bien sûr ici ce point-là pour donc tracer les axes du repère de Freinet. Donc vous pouvez choisir n'importe quel point sur cette trajectoire-là, d'accord? Alors, et pour le vecteur normal et donc son vecteur unitaire n, donc les voilà. Donc le vecteur AN, c'est le vecteur accélération normale et n, c'est le vecteur unitaire associé à ce vecteur-là. Donc il se dirige vers le centre de la trajectoire, donc il est perpendiculaire à la trajectoire de la particule. Bien sûr, tous ces vecteurs ici, donc U, AT et V, ils sont perpendiculaires aux vecteurs N, AN et F. Donc il y a ici un angle droit. Alors maintenant, on va projeter l'équation 1 sur donc l'axe porté par le vecteur unitaire tangentiel U. D'accord? Alors, pour le vecteur A, l'accélération, donc suivant le vecteur unitaire U, c'est tout simplement AT, donc la valeur de AT. Donc on aura AT est égal, et pour donc V vectoriel B, donc V vectoriel B, c'est tout simplement F. D'accord? C'est la force de Lorentz. Et la force de Lorentz, il est perpendiculaire donc au vecteur U. D'accord? Il y a un angle droit. Et donc sa projection, la projection de la force de Lorentz sur l'axe porté par U est égale à 0. Et donc on aura donc AT est égal à 0. D'accord? Donc 0, c'est parce que, comme j'ai dit, V vectoriel B, c'est F qui est donc perpendiculaire à U ou bien à AT. Or, donc on sait que l'accélération tangentielle, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Et la dérivée donc de la vitesse égale à 0, ça veut dire que la vitesse est une constante. Et puisque la vitesse est une constante, ça veut dire tout simplement que le mouvement de l'ion
hélium est uniforme. Et donc ça, c'est la première partie de la question. Il faut montrer que le mouvement de l'ion hélium est uniforme. Alors ensuite, on va montrer que la trajectoire de l'ion hélium est une trajectoire circulaire. Et pour ce faire, donc il faut d'abord montrer que le mouvement est plan. Ça veut dire qu'il se passe dans un plan à 2 dimensions et non pas un espace à 3 dimensions. Alors, on va considérer un repère R, A, I, J, K. Donc A, c'est l'origine de ce repère-là, c'est le point où nous avons introduit les deux particules. Et J, K, ce sont des vecteurs unitaires orthonormés, donc associés à 3 axes X, Y et Z. Donc on va choisir ici Y, il a le même sens que le vecteur vitesse, X, il a le même sens que donc la force de Lorentz, comme nous l'avons vu pour l'ion hélium. Tandis que Z, donc, il a le même sens que le vecteur champ magnétique, ça veut dire qu'il entre dans l'écran, donc on peut le représenter par le même symbole comme le champ magnétique, le vecteur champ magnétique. Et voici donc les 3 vecteurs unitaires I, J, K associés à ces 3 axes. Donc montrer que le mouvement est plan, ça veut dire que il se passe dans un plan, soit donc XY, soit XZ, soit YZ. Donc l'un de ces 3 axes-là, il doit être nul. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit montrer. Et pour trouver une équation pour les axes, bien sûr, on cherche l'équation du mouvement. D'accord? Alors, puisque le vecteur champ magnétique est suivant le vecteur unitaire K, donc B est égal à P fois K. Alors, la première information que nous avons ici, c'est que l'accélération, il est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Ça veut dire qu'il est perpendiculaire aussi au vecteur unitaire K. D'accord? Alors, puisque donc l'accélération, le vecteur accélération est perpendiculaire au vecteur unitaire K, ça veut dire que l'accélération suivant AZ est nulle, suivant l'axe Z est nulle, d'accord, puisqu'ils sont perpendiculaires. Et donc, AZ est égal à 0. Ça veut dire aussi que la dérivée par rapport au temps de la vitesse, Vz, égale à 0. d de Vz sur dt égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse suivant Z est une constante. Et bien sûr, pour déterminer cette constante-là, on utilise les conditions initiales. Alors, on sait que V, la vitesse, est initialement perpendiculaire à OZ, d'accord? Donc, au début, la vitesse, elle est perpendiculaire au vecteur champ magnétique. Donc, c'est une information donnée dans l'exercice. Donc, dans un espace aurait un champ magnétique uniforme B perpendiculaire au vecteur vitesse, d'accord? Ça, c'est au début. Et donc, puisque la vitesse est initialement perpendiculaire à OZ, ça veut dire que la vitesse suivant Z est égale à 0. D'accord? Or, on sait aussi que la vitesse, donc Vz, c'est quoi? C'est la dérivée par rapport au temps de la position, donc Z. Vz, c'est dz sur dt. Donc, ceci est égal à 0. Ça veut dire quoi? Donc, en intégrant, on trouve tout simplement que z est une constante. D'accord? Donc la dérivée d'une variable est égale à 0, ça veut dire que cette variable-là est une constante. Z est égal à une constante, ça veut dire quoi? Donc on va déterminer cette constante-là aussi en utilisant les conditions initiales. Alors Z est égal à ZA, ça veut dire la position au début, ça veut dire la position où nous avons introduit les particules. Donc ZA, c'est quoi? Alors nous avons dit que au début, l'ion hélium, il se trouve initialement à l'origine de ce repère-là. Donc l'origine, c'est le point A, comme j'ai dit, où nous avons introduit les deux particules, l'ion hélium et l'ion oxyde. Et donc l'origine du repère, bien sûr, X, Y, Z, ou bien donc A, X, Y, Z, c'est quoi? C'est l'origine où les coordonnées, elles sont nulles. Ça veut dire que XA égale à YA égale à ZA est égal à 0. D'accord? Puisque donc ZA est égal à 0, ZA égale à 0, ça veut dire que Z est égal à 0. Et ça veut dire quoi donc Z égale à 0? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement suivant l'axe Z. D'accord? Alors, on déduit que le mouvement de l'ion hélium, He2+, il s'effectue dans le plan AXY. D'accord? Il n'y a pas de mouvement suivant l'axe Z. Donc le mouvement, il se passe dans un plan et non pas dans un espace à 3 dimensions. On dit dans ce cas que le mouvement de l'ion hélium est plan. Et à partir de ceci maintenant, on peut montrer que l'ion hélium a une trajectoire circulaire. Comme j'ai dit, donc, si vous voulez tracer un cercle, donc vous le tracez dans un plan et non pas dans un espace à 3 dimensions. C'est pour cela donc on a besoin de montrer d'abord que le mouvement est plan.
Alors maintenant, on va passer pour montrer que la trajectoire de l'ion hélium est circulaire. Et pour ce faire, on va projeter donc l'équation 1 que nous avions au début sur, donc maintenant on va faire la projection sur la normale n. Donc au début, nous avons fait la projection sur la tangentielle pour montrer que la vitesse est constante et donc le mouvement est uniforme. Et maintenant, on va faire la projection sur la normale pour montrer que donc le mouvement ou bien la trajectoire de l'ion hélium est circulaire. Alors, la relation que nous avions au début, c'était la force de Lorentz est égale à la masse de l'ion hélium fois le vecteur accélération. Donc, en projetant cette relation-là sur la normale, pour F, donc pour la force de Lorentz, elle est parallèle et de même sens que le vecteur n. Et donc, sa projection, ça donne donc tout simplement plus F est égal donc à la masse de l'ion hélium fois, donc le vecteur accélération suivant la normale, c'est tout simplement AN. D'accord? C'est la composante normale du vecteur accélération dans le repère de Freinet. En remplaçant chaque composante par son expression, pour F, nous l'avons déjà vu, donc c'est 2 fois E fois V fois B est égal à la masse de l'ion hélium fois donc l'expression de la composante normale de l'accélération dans le repère de Freinet est connue, donc c'est V carré sur ρ, avec ρ c'est le rayon de la courbure, donc la trajectoire, d'accord? Et donc on va isoler ρ pour déterminer donc est-ce que ρ c'est une constante. S'il s'agit d'une constante, ça veut dire qu'il s'agit du rayon d'un cercle, d'accord? Et la trajectoire est circulaire. Alors, ρ c'est quoi? C'est mv carré divisé par 2 fois E fois V fois B. On simplifie ici par V, il nous reste donc cette expression-là pour ρ. Et donc, puisque la masse de l'ion hélium, la vitesse et la charge élémentaire, et aussi la valeur du champ magnétique qui sont des constantes, ça veut dire que ρ est une constante. Puisque donc ρ est une constante, ça veut dire que le rayon de la courbure, ici, il s'agit tout simplement du rayon d'un cercle. Et la trajectoire de l'ion hélium est circulaire de rayon R donné par donc cette expression-là. C'est l'expression de ρ. D'accord? Et d'ailleurs, c'est l'expression qu'ils ont donc demandé de vérifier, donc le rayon de la trajectoire de l'ion hélium. D'accord? Alors, donc, on passe maintenant à la question suivante, la question numéro 3. En exploitant la figure 1, donc c'est la figure des trajectoires, déterminer le rapport de RO2-, donc c'est le rayon de la trajectoire de la particule O2-, divisé par le rayon de donc l'ion hélium que nous venons juste de calculer. Alors, donc en répondant à cette question-là, il faut donc utiliser la figure. Pour la trajectoire de l'ion hélium, donc on sait que bien sûr cette distance-là, c'est le diamètre de la trajectoire circulaire. Et par définition, le diamètre d'un cercle, c'est tout simplement 2 fois le rayon de ce cercle. D'accord? Et donc le diamètre de la trajectoire circulaire que nous avons ici, c'est 2 fois le rayon de la trajectoire de l'ion hélium. Ici, pour la trajectoire de l'ion oxyde, donc vous voyez que cette distance-là, il se répète ici 4 fois. D'accord? Donc le diamètre de cette trajectoire-là, c'est 4 fois le diamètre de donc la trajectoire de l'ion hélium. D'accord? Alors, bien sûr, ce diamètre-là, c'est 2 fois le rayon de cette trajectoire-là. Et c'est 4 fois le diamètre de la trajectoire de l'ion hélium. Donc, si je multiplie ici par 4, j'obtiens ici 8. Et donc, c'est 8 fois le rayon de l'ion hélium. D'accord? Donc, 4 DHE2+, c'est 8 fois le rayon de HE2+. Donc on cherche le rapport de RO2- et RHE2+. Donc d'après la figure, on peut écrire que 2 fois RO2- est égal à 8 fois RHE2+. Donc le rapport de RO2- sur RHE2+, c'est tout simplement 8 sur 2 qui donne finalement 4. Donc le rapport entre ces deux rayons-là est égal à 4. Passons à la dernière question de l'exercice. Donc c'est la question numéro 4. Montrez que la masse de la particule O2- est égale donc à cette valeur. Donc il faut d'abord trouver une expression pour la masse de l'ion oxyde. Et les informations que nous avons, ce sont le rayon de l'ion hélium et le rapport entre le rayon de l'ion oxyde et le rayon de la trajectoire de l'ion hélium. Alors donc on va commencer par
faire l'analogie entre les rayons, d'accord? Parce que maintenant, nous savons que même pour la trajectoire de l'ion oxyde, il s'agit d'une trajectoire circulaire, d'accord? Parce que nous avons trouvé une relation entre les rayons de ces deux trajectoires, d'accord? Alors, donc, par analogie à cette relation-là que nous avons trouvée dans la question 2, nous avons donc la même expression pour le rayon de la trajectoire de l'ion oxyde, en remplaçant tout simplement la masse de l'ion hélium par la masse de l'ion oxyde, d'accord? Bien sûr, on sait que cette relation-là, donc il vient de l'expression de la force de Lorentz, et pour la charge de l'ion oxyde, c'est moins 2E, d'accord? Mais dans l'expression de la force de Lorentz, pour l'ion oxyde, ça doit être la valeur absolue de Q. La valeur absolue de moins 2E, c'est tout simplement 2E, d'accord? C'est pour cela que nous avons ici 2E fois B, d'accord? Alors maintenant que nous avons le rayon de l'ion oxyde, et nous avons le rapport est égal à 4, donc on va faire tout simplement, on va calculer le rapport, d'accord? On va remplacer chaque rayon ici par son expression. Pour le rayon de O2-, donc c'est cette expression-là, divisé par le rayon de HE2+, donc divisé par cette expression-là, d'accord? Donc on va simplifier les dénominateurs, c'est le même dénominateur, d'accord? Et aussi donc la vitesse que vous voyez ici. Il nous reste donc MO2- divisé par MHE2+ est égal, bien sûr, à 4. Donc le rapport c'est 4, d'accord? Et donc MO2- c'est quoi? C'est 4 fois MHE2+, tout simplement. Et donc on peut faire maintenant l'application numérique parce que la masse de l'ion hélium est donnée dans l'exercice, d'accord? Donc c'est 6,68 fois 10 à la puissance moins 25 kg. Donc on va la multiplier tout simplement par 4 et on trouve finalement la valeur de la masse de l'ion oxyde, c'est la valeur qu'ils ont demandé de trouver dans la question numéro 4. Et voilà, donc c'était la dernière question de cet exercice. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.